Bienvenue à Ginette Pelinka, qui a bien voulu accepter de venir vous rencontrer cet après-midi. Je sais que toutes et tous, vous êtes impatients, et que pour la plupart d'entre vous, tous d'ailleurs, vous avez été largement sensibilisés à la thématique de cet après-midi, étant donné que c'est un thème que vous avez travaillé avec vos enseignants. Certains se sont rendus en Pologne, avec toutes les émotions que vous avez pu percevoir et retenir de ce moment exceptionnel. Je vous propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un autre moment exceptionnel, c'est le témoignage de Ginette Pelinka qui est aujourd'hui parmi nous. Voilà. Merci à vous. Alors là, je vous présente un monsieur. Alors, ce monsieur, c'est mon père. Il avait 61 ans. Là, c'est mon neveu. Mon neveu avait 14 ans. Mon petit frère avait 12 ans. Alors, moi, on n'en parle pas. J'avais 19 ans. J'aime mieux pas montrer la photo parce que c'est démoralisant. Quand on est jeune, on n'est pas trop mal, mais quand après, c'est pas pareil. Hein. Bon, et là, voilà, mon petit frère qui avait 12 ans. Vous, mademoiselle, en blanc, vous avez vu les photos? Comment nous trouvez-vous? Quand je dis trouver, vous nous trouvez, je ne vous demande pas si je suis jeune, si je suis belle. Ça veut dire, est-ce qu'on est des êtres humains ou pas? D'après vous? Elle dit oui. Elle a dit oui. Oui. Bon, d'accord. Jeune homme, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, aussi. Bon, je ne vais pas demander à toute la salle. Moi, en effet, je trouve qu'on est des êtres humains tout à fait normaux. Eh bien, pour un monsieur qui s'appelait Hitler, non, on n'était pas des gens normaux. Et pourquoi qu'on n'était pas des gens normaux? Parce qu'on était juifs. Et Hitler, il détestait, il haïssait les juifs à tel point qu'il voulait la mort de tous les juifs d'Europe. Il gagne la guerre, naturellement, il va mettre son projet à exécution. Mais comme vous avez dit, et vous avez raison, on est des êtres normaux, comment qu'il va reconnaître un juif d'un non-juif? Eh bien, en Allemagne, les juifs, on les faisait promener avec des panneaux sur leur poitrail, comme quoi ils étaient, on voyait qu'ils étaient juifs. Comment reconnaître? Alors, en Allemagne, les juifs, on les promenait avec des panneaux. En France, ça ne va pas être pareil. En France, tout au moins en zone occupée, parce que vous savez que la France a été coupée en deux quand Hitler est arrivé. Il y a eu la zone occupée, c'était le nord de la Loire, et le sud de la Loire, c'était la zone libre. En zone occupée, les Juifs étaient traqués. En zone libre, je n'ai rien vu qui prouvait que les Juifs étaient traqués. En zone occupée, les Juifs devaient se promener. Alors, on devait se faire recenser dans les bureaux des commissariats. Et quand on sortait de ces bureaux du commissariat, on avait sur nos cartes d'identité un tampon marqué juif. Alors, où est votre carte d'identité, jeune homme? Où est votre carte d'identité? Oui. Dans sa chambre, il dit. Dans sa chambre. Dans votre chambre. Vous qui avez vous voyez, vous êtes brune. Voilà, vous avez votre main au menton. Où est votre carte d'identité? Dans son sac? Dans votre sac. Le fait est, on ne se balade pas avec sa carte d'identité au bout du bras.
Alors, dans la chambre, c'est peut-être pas indiqué, mais dans le sac, oui, dans la poche, oui. Mais Hitler veut que l'on soit humilié. Donc, si c'est dans votre poche, si c'est dans votre sac, vous n'êtes pas humilié. Donc, il va nous obliger à porter sur nos vêtements une étoile en tissu jaune bordée de noir, marquée juif. Maintenant, tout le monde voit que l'on est juif. C'est sûr, on aurait pu ne pas mettre cette étoile. Mais si vous avez un contrôle, vous montrez votre carte d'identité, il y a le tampon juif, et que vous n'avez pas l'étoile, attention, c'est la prison. Et la prison, pour les juifs, c'est la déportation. Donc, vous avez intérêt à montrer que... Alors maintenant, on voit qu'on est juif, eh bien, il y a plein de lois qui vont être votées et qui vont empêcher les juifs de vivre normalement. Les juifs ne doivent pas être en contact avec les non-juifs. Donc il va y avoir des métiers qui vont nous être interdits. Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants, plus le droit d'être en contact avec les non-juifs, donc on ne peut plus travailler. Mon père a un petit atelier. Il a 2 ou 3 ouvrières. Eh bien, lui, il est juif. Elles ne le sont pas. Il n'a plus le droit de mettre un pied dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Elles sont derrière leur étalage. On s'approche, on veut leur acheter quelque chose, elles vendent. Eh bien, maintenant, terminé, c'est fini. Elles n'ont plus le droit. Elles sont juives, les clients ne le sont pas, tu n'as pas le droit de travailler. Ginette pourrait s'inquiéter. Papa ne travaille plus, mes sœurs ne travaillent plus, comment l'argent va rentrer? Mais Ginette, elle est la petite dernière d'une famille nombreuse. Quand on est la petite dernière, à âge égal, eh bien, quand on est l'aîné, on a du plomb dans la cervelle. Quand on est la petite dernière, on n'en a pas. Moi, on ne peut pas travailler. Ben, Ginette, elle est presque contente. Chouette, papa ne va pas travailler, mes sœurs ne vont pas travailler, on va pouvoir toujours être ensemble. Moi, voilà, j'ai vu le bon côté des choses. Mais le mauvais côté des choses, c'est qu'il n'y a pas l'argent qui rentre. On va vivre comme ça jusqu'en 1942. En 1942, un monsieur va venir nous trouver. Il travaille à la préfecture. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, mon père commence à s'inquiéter. Commissariat, ça va, mais préfecture, ça commence à être dangereux. On est dénoncé. On est dénoncé pas parce qu'on est juif, on l'a fait. On est dénoncé parce qu'on est communiste actif même. Je sais ce que c'est que le communisme, mais est-ce que je m'intéressais à ce que papa, mes sœurs étaient communistes ou pas? Non, ça ne m'intéressait pas. J'apprends qu'on est communiste actif. Je voyais bien un petit trafic qui se faisait à la maison. Ma sœur, on partageait l'appartement avec ma sœur et son mari. Et c'est vrai, ils recevaient beaucoup de personnes. C'était des amis, ils avaient vraiment beaucoup d'amis, des amis un peu spéciaux, qui arrivaient très tard le soir, qui partaient très tôt le matin. Il y en a qui restaient même toute la journée. Ça me semblait quand même bizarre. Moi, je les prenais pour des... Comment dire? Alors, il y a des moments où j'ai des trous, c'est dommage. Bon, des résistants. En fin de compte, ils étaient communistes, mais parmi les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Et c'est pour ça que Hitler en avait peur. Qui dit résistant dit sabotage, propagande. Quand il pouvait en épingler, vous pensez bien qu'il ne se gênait pas. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes juif et vous êtes communiste, attention, on va vous surveiller de très près. Mon père n'avait pas du tout l'intention de quitter la zone occupée. Il était très, très fier d'être né à Paris. Il avait eu 6 filles. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument un garçon et qu'enfin,
le 7e. Moi, je suis la petite dernière des filles. Et 7 ans après moi, enfin, un bébé vient au monde, c'est un garçon. On s'est arrêté à 7 enfants. Le 7e, c'était un garçon. Il s'appelait Gilbert. On va vivre et ce monsieur vient nous trouver un soir. Il nous montre ses papiers. Il travaille à la préfecture de police. Il a eu un dossier qui nous concernait. On est dénoncé. On est communiste actif. Ce monsieur nous prévient. Communiste juif, je vous conseille, si vous voulez être tranquille, d'aller vous installer en zone libre. Mon père n'était pas du tout d'accord pour partir, mais quand ce monsieur nous prévient que ça peut être dangereux, là, il ne veut pas que sa famille ait des histoires. Avec ma sœur aînée, ils vont s'organiser pour partir en zone libre. Zone occupée, zone libre, c'est 2 pays différents. Qui est-ce qui peut me dire ce qu'il faut pour aller d'un pays à un autre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui? Non? Il n'y a personne? Allez-y, allez-y. Levez la main carrément, hein, parce que moi je ne vois pas. Par contre, c'est la personne à côté qui va me dire qu'est-ce qu'il faut? Un passeport. Un passeport. Un passeport, un papier d'identité. Est-ce que vous vous rappelez comment est notre carte d'identité? Vous en rappelez? Allez-y. Alors, interrogez la personne, moi je ne sais pas. Hein. Il y a un tampon juif, elle dit. Voilà, il y a le tampon juif dessus, et ça, quand il y a un tampon juif sur la carte d'identité, on n'a pas le droit de quitter la région où on s'est fait recenser. On peut, mais il faut indiquer où l'on va et demander une autorisation. Donc cette carte d'identité, elle va nous nuire, elle ne nous sert pas. On pourrait les déchirer, mais attention, déchirer, ça laisse des traces. Donc on va les brûler et on va faire des faux papiers. Tant qu'à faire des faux papiers, on va choisir des noms de consonance bien françaises. On peut être étranger sans être juif. Mais si tu as un nom étranger, ça fait poser des questions. Et on ne veut pas que l'on pose des questions. Donc, des amis vont nous prêter leur nom. Ils vont nous dire où ils ont été baptisés, où ils ont fait leur première communion, où leurs parents se sont mariés. On va avoir 3 adresses d'église. Ça, c'est précieux. Et comment passer la ligne de démarcation? On a des papiers officiels, ils ont été achetés, c'est des faux papiers, mais on pense qu'ils sont très très bien imités, donc on va passer en zone libre. Mais ils sont très très bien imités pour nous, mais est-ce que vraiment quelqu'un de métier ne va pas s'apercevoir qu'il y a une petite différence dans la couleur, dans l'épaisseur du papier? Alors, on va passer en zone libre, mais d'une façon clandestine. Alors, papa ne veut pas qu'on passe tous ensemble, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il va nous partager en 4 groupes et on va tous se retrouver à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, on s'est tous retrouvés, ça veut dire que ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien terminé, mais il y a eu des problèmes pour certains. Alors, 2 groupes absolument impeccables, tout ce qui était prévu est arrivé. Un groupe, c'est mon père, ma mère, une sœur. Ils ont rendez-vous à la gare à Lyon. Ils vont prendre le train à la gare de Lyon, ils vont arriver à Lyon, ils vont descendre du train. Normalement, à la descente du train, à la descente du wagon, il va y avoir un monsieur qui va les prendre en charge. Ils arrivent à Lyon, ils descendent, personne. Tout le monde descend du train, se dirige vers la sortie,
Ils vont se retrouver tous les trois sur un quai de gare alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Ma mère, quand elle raconte cette histoire, on est resté des heures. Non, maman, t'es pas resté des heures. Ça t'a semblé des heures parce que tu avais peur, mais 1 heure quand on a peur, 1 minute quand on a peur, ça ressemble à 1 heure. Ce monsieur est venu, il les a pris en charge, il les a amenés où elles devaient aller. Moi, je suis avec une de mes sœurs, avec 2 de mes sœurs. Nous, on a rendez-vous au buffet de la gare. Moi, je n'ai jamais vu ce monsieur, mais je suppose que mes sœurs ont fait sa connaissance. On arrive au buffet de la gare. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Dès que le train qui nous a amenés de Paris à Angoulême a quitté la gare, tout le buffet de la gare, plus personne n'a plus le droit de ni entrer ni sortir. Gendarmes français, gendarmes allemands, contrôle d'identité. On a les papiers, pas de problème. Oui, le problème, c'est moi. J'ai eu la bêtise de garder dans mes papiers qui ont des faux noms une vraie carte avec mon vrai nom. J'avoue à mes sœurs que j'ai gardé cette carte. Cette carte, on avait été parrainés pour être rentrés au Racing Club. Vous vous rendez compte, le Racing Club, un club formidable où vraiment il fallait montrer patte blanche pour y entrer. On avait été parrainés et on avait pu entrer au Racing Club pour faire des démonstrations des handball. C'était les premiers matchs qui se jouaient, c'était pas connu, et nous, on faisait des démonstrations. J'avoue à mes sœurs que j'ai gardé ce papier. Ne te casse pas la tête, demande d'aller aux toilettes. Ben oui, naturellement, c'est ce que je fais. Mais voilà, c'est que la sentinelle m'accompagne. Elle ne va pas rentrer avec moi aux toilettes, mais elle est devant les toilettes. Et moi, je suis derrière, et je vais déchirer cette carte, et elle va l'entendre. Et bien, j'ai peur, je me dégonfle. Je reviens avec cette carte, et j'avoue à mes sœurs, ça n'a pas été possible. On est dans un couloir à attendre que l'on nous interroge. Une dame est avec nous, elle est avec nous ou pas avec nous, en tous les cas, elle a dû nous entendre discuter, et elle a une petite fiole avec de l'alcool dedans. Pourquoi qu'elle a de l'alcool, j'en sais rien, en tous les cas, elle en a. Et quand on a pris cette carte, quand on l'a coupée en petits morceaux, on a commencé à la mettre dans la bouche en espérant l'avaler, mais quand vous avez une petite boule de papier, si vous n'avez rien, ben c'est difficile. La salive n'est pas assez importante pour que vous dégorgez, comment on dit, j'en sais rien, pour avaler cette boule de papier. Et cette dame qui a de l'alcool nous passe sa petite bouteille et allez, un petit goût d'alcool, et ça y est, la boule est passée. Oui, mais le petit bout d'alcool, on n'est pas habitué à boire de l'alcool. Ça fait que quand c'est à notre tour d'être interrogé, vous êtes juive, mais on aurait dû trembler de peur. Ça y est, on est découvert, ils vont nous arrêter, on va nous déporter. Non, pas du tout. Ah ben ça c'est nouveau, alors voilà qu'on est baptisé juif maintenant. Et on prend ça à la rigolade, et du coup, nous voyons blaguer avec ça. Ils nous ont gardés quand même en prison, 2 jours, 3 jours, une journée, je ne me souviens plus. Ils ont contrôlé, qu'ils ont dit, et naturellement, les églises, ça ne déménage pas. Donc, ils sont venus nous retrouver, on a contrôlé, vous avez raison, vous n'êtes pas juive, vous pouvez partir, mais de toute façon, rien qu'à votre comportement, on voyait bien que vous n'étiez pas juive. Alors là, ce que je peux vous dire, les juifs sont comme ci, les juifs sont comme ça. Parle toujours, tu nous as relâchés, très bien. On est passé par Chalon-sur-Saône et on s'est retrouvé à Aix-les-Bains. Mais Aix-les-Bains, ce n'est pas le but. Aix-les-Bains, c'est pour se retrouver.
le but, c'est d'aller à Avignon. On se retrouve à Avignon. Là, ma sœur aînée a des amis. Elle leur a demandé de nous trouver quelque chose. On veut vivre en famille, ensemble. Ils vont nous trouver quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet. Un monsieur, il a une grande propriété. Il va nous louer tout son premier étage. Et là, on va vivre ensemble pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, Papa avait un peu d'argent, mais il a disparu. Il faut absolument qu'on travaille. Mes 2 sœurs sont secrétaires de métier à Avignon. Il n'y a pas de... C'est pas une ville industrielle, il n'y a pas grand-chose. Moi, je sors de l'école de commerce, j'ai fait 1 an de cours commerciaux, j'ai jamais travaillé, un petit diplôme, il n'y a pas de travail. Mais on nous conseille, à côté d'Avignon, à Vedène, une grosse boîte de Paris est venue installer ses bureaux dès le début de la guerre. À Avignon, il n'y a pas de travail dans les bureaux. Eh bien, on va se retrouver à travailler sur les marchés. Et alors, jusqu'en 1943, on va travailler dans les bureaux. En 1943, la France est complètement occupée, donc cette grosse boîte de Paris n'a plus de raison d'être en zone libre. Elle remonte sur Paris, elle veut bien emmener son personnel. Il y en a qui les ont suivis. Nous, non, on ne peut pas les suivre. Donc, on va rester à Avignon et on ne cherche pas une place dans les bureaux parce que mon beau-frère, sur les marchés, travaille bien. Et mon père, qui est entré en contact avec le maire d'Avignon, ce monsieur nous a procuré une place sur les remparts. Donc, ma sœur et moi, tous les matins, on partait avec des balais. C'était toute la journée. Le soir, on rentrait avec les invendus. On a fait ça jusqu'au 13 mars 1944. Le 13 mars 1944, c'est encore l'hiver. On est en Provence. L'hiver, il y a des bonnes journées ensoleillées. Mais ce 13 mars, c'est une journée ensoleillée, mais printanière. Le soleil commence à chauffer. C'est l'heure d'aller déjeuner. Habituellement, on est 2. Si ma sœur est partie la première la veille, eh bien, le lendemain, elle part la seconde. Normalement, c'était moi qui devais partir la première, mais ce jour-là, on est 3. Alors, comme on est 3, une cousine est venue nous rendre visite, mais qui va partir la première? Eh bien, on tire au sort et le sort me désigne. Je dois partir la première. Seulement, c'est une très belle journée printanière. Ginette, elle est rondouillarde, elle veut faire du régime pour maigrir, mais elle n'arrive jamais à se décider. Eh bien, ce jour-là, le soleil, je ne vais pas déjeuner. Il fait trop beau, je vais en profiter. Il n'y a pas de clients à cette heure-là, je vais pouvoir bouquiner, me dorer au soleil. C'est ma sœur, ma cousine qui vont déjeuner. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, en me vantant les qualités du repas. « Oh, Ginette, t'as tort, il y a ci, il y a ça. » Eh bien, Ginette, elle est gourmande. Tant pis pour le régime. Elle va déjeuner. Mes sœurs, ma sœur, ma cousine, se sont toujours rendues responsables. C'est à cause d'elles que j'ai été déportée. Mais non, c'est pas à cause d'elles, c'est le hasard qui a voulu. En attendant, ça y est, je suis à la maison pour déguster ce beau repas. Eh bien, j'arrive, il y a 3 messieurs à la maison. Un, je ne sais pas du tout qui il est. Je le vois de dos, je le vois de profil, habillé tout à fait normalement. Mais les 2 autres, ça c'est différent. Ils ne sont pas habillés tout à fait normalement.
manteau de cuir, chapeau de cuir. La Gestapo est à la maison. Les gens de la Gestapo, ils faisaient tellement peur à tout le monde qu'ils en étaient très très fiers. Et même en pleine canicule, ils se baladaient avec leur manteau de cuir et leur chapeau. Ils savaient que tout le monde les reconnaissait. Ils faisaient peur à tout le monde. La Gestapo est à la maison. Et mon père est là, mon frère et mon neveu. Les enfants étaient venus déjeuner parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Ceux qui n'habitaient pas très loin de leur lieu, eh bien, rentraient déjeuner, et ceux qui étaient loin, eh bien, amenaient leur casse-croûte et leur gamelle. On n'était pas très loin. Mon frère et mon neveu étaient venus déjeuner. Ils ne sont jamais repartis dans leur établissement scolaire. La Gestapo est là. Moi, je m'amène. Et qui a parlé du mot juif? Est-ce que c'est mon père? On nous a dénoncé, on vient nous arrêter parce qu'on est juif. Est-ce que c'est la Gestapo? Vous êtes juif, on vient vous arrêter. En tous les cas, j'entends le mot juif. Le mot juif, je l'ai entendu quand on a traversé la zone libre et la zone occupée. On nous a arrêtés, on a dit « vous êtes juifs » et on a dit non. Ils nous ont gardés un petit peu en prison, ils nous ont relâchés. Moi, je crois que là, ça va être pareil. Mais non, on n'est pas juifs. Eh bien, là, c'est pas pareil. Là, il y a 3 personnes du sexe masculin. Et la Gestapo connaît les coutumes chez les juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. On est dénoncé parce qu'on est juif. Ils ont devant eux 3 témoins. Moi, je dis, on n'est pas juif, ils s'en foutent. Ils ont les témoins, ils vont les prendre, ils vont les emmener dans la cuisine, ils les font déculotter, ils sont circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés ont raison. Immédiatement, alors que je n'avais vu aucune voiture devant la maison quand je suis arrivée. D'ailleurs, même si j'en avais vu, j'aurais pas eu peur. On était là depuis 2 ans, les gens acceptaient. Donc, une voiture est là. J'ai le temps de voir, avant qu'ils nous jettent dans la première voiture, une autre voiture. Et c'était les tractions avant, la voiture de la Gestapo. Et qu'est-ce que je vois dans la voiture qui est derrière? Un jeune homme. Je cherche une jeune fille. Où est-ce que j'en ai? Une jeune fille. Une jeune fille. Allez, mademoiselle. Vous. Camille. Peut-être que vous êtes très... Quel âge vous avez? Bientôt 15 ans. Bon, ça va. Alors, vous avez un jeune homme qui, depuis quelques jours, passe devant vous et vous fait des sourires. À quoi ça vous fait penser? Camille. Elle ne sait pas. Comment? Vous savez, moi je n'entends pas, mais la personne à côté de moi est mes oreilles. Alors, vous répondez à cette personne. S'il vous plaît, Camille. À quoi pensez-vous? De l'attirance. De l'attirance. Oui, ça fait joli ça. Hein. N'est-ce pas? Bon, moi, nous, on n'avait pas les mêmes termes. Nous, on pense, on a fait une touche Voilà, c'est ça. où on a un ticket. Eh bien, quand j'ai vu que ce jeune homme qui passait devant nous depuis quelques jours, on pensait qu'il draguait, mais quand je l'ai vu c'était lui qui nous arrêtait, moi, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. J'ai appris, à mon retour, pas du tout. Quelqu'un avait vu qu'on nous arrêtait, et ce quelqu'un, que maintenant on désigne sous le nom de Juste, était venu prévenir ma sœur et ma cousine qu'on était arrêtés. Cette personne les a amenés dans une chambre. Elles sont restées dans cette chambre jusqu'au lendemain matin.
Et le lendemain matin, cette même personne qu'on nomme Juste les a emmenés dans une banlieue d'Avignon. Après ça, c'est tout ce que je sais, ça s'est arrêté là. Hein. Alors nous, on est arrêtés, on va dormir en prison à Avignon. Le lendemain matin, un car est là, il est plein de juifs qui ont été arrêtés il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a un mois. On va être emmenés à la prison des Baumettes à Marseille. Là, je suis séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu. Moi, je vais être dans une salle commune avec des enfants, des femmes, et les hommes sont dans des prisons, dans des cellules. Ils étaient 3 ou 4 dans une cellule. On s'est retrouvés, alors là, c'est le 14 mars, on va se retrouver fin mars. Fin mars, c'est le départ pour Paris. Pour Paris, c'est pas Paris. Départ pour Drancy. Alors, à Drancy, Drancy était un lieu que les gouvernements de l'époque voulaient que les gendarmes habitent en famille sur leur lieu de travail. Ils avaient trouvé ce coin-là, ils avaient commencé des travaux, c'était les premiers gratte-ciel qui sont sortis de terre, et à la base de ces gratte-ciel, il y avait des espèces de bâtiments d'un étage, 2 étages en construction pour y faire des bureaux, je ne sais quoi. Hitler arrive, ce lieu-là lui parle, il va mettre les prisonniers de guerre. D'abord, il va terminer les travaux, c'est-à-dire y mettre des fenêtres. Le restant, c'est du ciment partout. Et les premiers prisonniers de guerre vont arriver, on va les loger là. Ils vont rester un tout petit peu et après partir pour l'Allemagne et on va les remplacer par les Juifs. Je ne peux pas me plaindre de Drancy. Moi, j'y suis arrivée en 1944, pas de problème. Il paraît que ceux qui étaient là en 1942, 1943 ne peuvent pas dire la même chose que moi. Moi, j'arrive en 1944, le 13 mars 1944, on est à Drancy. Le premier jour, on ne sait pas quoi faire, on se balade dans... Je mens parce que ce n'est pas au mois de mars, je suis arrivée le 1er avril à Drancy. J'étais en prison à Marseille. Donc j'arrive à Drancy. À Drancy, on ne travaille pas. Le premier jour, on ne fait rien. Je suis avec mon père. Mon père, je n'ai pas trop de familiarité avec mon père. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Donc, il faut quand même parler. Je lui racontais ce que je croyais imaginer. Moi, j'ai été arrêtée. Mon père a été arrêté pour travailler dans un camp de travail. Un camp de travail, c'est un travail dur. Qu'est-ce que c'est qu'un travail dur pour une petite jeune fille qui a travaillé dans les bureaux ou vendeuse? Eh bien, travailler dans les champs, travailler en usine. Mais c'est pas mortel. Il y en a qui travaillent toute leur vie à faire des métiers comme ça, ils n'en meurent pas. Donc, j'ai pas peur. Et à mon père, je lui expliquais, toi, papa, tu ne pourras pas faire comme nous. Nous, c'était mon neveu et moi. Mon neveu avait 14 ans, mais il en paraissait 15, 16. Eh bien, toi, tu n'as qu'à dire, quand on t'interrogera, que tu sais piquer à la machine. Dans le temps, tu nous racontais que tu fabriquais des pantalons. Peut-être qu'il y aura un atelier. Jamais mon père ne m'a dit un mot. Il m'écoutait. Il aurait pu me dire, mais Ginette, descends sur terre, regarde autour de toi. Est-ce que tu crois qu'on a arrêté cette dame? T'as vu dans quel état elle est? Elle n'est même pas capable de marcher toute seule. Il y a 2 jeunes filles qui la soutiennent. Et tu crois qu'on l'a arrêtée pour travailler? Et alors, regarde un peu. Regarde ce monsieur. Tu vois dans quel état il est? Mutilé de la guerre de 14, de 39. Il a un bras en moins, à l'autre une jambe en moins. T'as vu les enfants? T'as vu quel âge il a? Il a 8 ans, il a 10 ans.
Et tu crois qu'on les a arrêtés pour travailler? Mais non, moi j'ai peur, il y a quelque chose qui se trame. Eh bien, jamais il ne m'a dit ça. Et moi, je voyais ce monde. Mais les nazis disaient qu'on allait dans un camp de travail. Je croyais qu'on allait dans un camp de travail. Le 12 avril 1944, on nous prévient, demain, ça y est, c'est le départ. Alors, vous êtes dans la cour de Drancy et derrière la porte, il y a des autobus. Je pense qu'on va aller dans ce camp de travail en autobus. Alors, tant qu'à faire, la famille, ça c'est sûr, je vais être avec ma famille, mais j'aimerais bien être avec les amis que je me suis fait à Drancy. Eh bien, justement, ils sont avec moi. Donc, on est dans le même autobus, je suis contente. Dans l'autobus, il y avait un agent de police, un gendarme français et un gendarme allemand. On va s'arrêter devant une gare. J'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. Non, c'était la gare de Bobigny. Alors là, maintenant, il n'y a plus de Français. Ça va changer. Ce sont les Allemands qui nous prennent en charge. Et ce sont des hurlements, des commandements. On n'est pas bien rangé, on ne marche pas bien. Et maintenant, on va nous diriger sur un quai de gare. Il y a devant nous des trains. Les trains sont ouverts, des wagons ouverts, vides. Les wagons ouverts, vides, jeune homme. Quand vous voyez devant vous un train, des wagons ouverts, vides, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Non, ça vous fait penser à rien. À rien. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut penser à quelque chose? Non, personne. Bon, ben, je vais faire les demandes et les réponses. Une élève a dit, on dirait des wagons à bestiaux. Oui, d'accord, c'est bien. Mais ça, c'est peut-être que c'est ça, en effet. Moi, en effet, moi, c'est ce que je pense. Je vois devant moi un train vide, ben, c'est pour mettre des animaux ou permettre de la marchandise. Donc, on n'est pas des animaux, on n'est pas de la marchandise. Je pense que ce train va partir et puis il va y avoir un train voyageur. À l'époque, il y avait 3 classes. Eh bien, je pense qu'il va y avoir un train de wagon, 3e classe, qui va remplacer ce train de marchandises. Eh bien, personne ne va remplacer le train de marchandises. On va nous pousser dans ces wagons. Il faut faire vite. Comment qu'on a sauté dans les wagons, comment on fait les personnes âgées, je n'en sais rien. Comment on fait les femmes enceintes, comment on a fait avec les bébés, je n'en sais rien. En tous les cas, on est dans les wagons. Les portes vont être verrouillées et c'est là qu'on va découvrir le lieu. Alors nous, on est dans un wagon, on est dans l'obscurité. Pourquoi dans l'obscurité? Parce que notre wagon n'a pas de fenêtre. Le wagon, il y a des volets. Les volets laissent passer un petit peu la lumière, un petit peu l'air. Les planches du wagon ne sont pas totalement soudées, donc là aussi, un peu de lumière, un petit peu d'air. Dans le wagon, il y a un petit peu de paille par terre, un espèce de seau qui est là. On rentre, et bien les premiers qui sont rentrés, le seau, on l'a mis dans un coin et ils se sont installés. Et puis le train va démarrer et il ne s'arrête pas. Et au bout d'un moment, ben, la nature est là, on a des besoins. Et ben, des besoins, il n'y a rien, aucun endroit pour s'isoler. Alors, quand on a quitté Drancy, on a eu le droit d'emmener chacun une couverture sur notre bras gauche. Et mon père, qui avait la couverture sur le bras gauche, était très content de me montrer. Il avait beaucoup maigri et dans son pantalon, il avait mis 2 autres couvertures. Et il y en a qui ont fait comme lui, très certainement. Ça fait qu'avec quelques couvertures de supplément, on a isolé pour faire ses besoins. On a isolé,
mais l'odeur est là et le bruit est là. Donc on ne s'est jamais soulagé complètement. Le train va rouler, on nous dit 3 jours, 3 nuits. Moi, je répète 3 jours, 3 nuits. Mais est-ce que j'ai réalisé qu'on a roulé comme ça si longtemps? Je ne m'en souviens pas. Et maintenant, ça y est, le train est arrivé à destination. Les portes vont être déverrouillées. Un moment super agréable. Un air vif, froid, très très froid, va pénétrer dans le wagon, alors que dans ce wagon, c'était une puanteur affreuse. Des gens qui ne se sont pas lavés pendant 3 jours, des gens qui ont fait leurs besoins, et à un moment donné, la tinette était pleine. Ceux qui étaient assis à côté, dès qu'il y avait une secousse, recevaient des éclaboussures. À un moment donné, ils ne nous ont plus laissé se soulager. Tu ne peux pas te soulager, tu as des besoins, qu'est-ce que tu fais? Ça part dans ton pantalon. Donc, imaginez l'odeur, on ne s'est pas lavé, on a fait sous nous une puanteur dans ce wagon. Et là, les portes ouvertes, le froid, fini la mauvaise odeur. Mais en même temps, un monsieur, 2 messieurs, je ne m'en souviens pas, hurlent ou même sont montés dans le wagon, nous ont poussés, il faut descendre. Est-ce que les mamans rhabillent leurs enfants? Est-ce qu'elles ont le temps? Est-ce que... Moi, en tous les cas, je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter sur le quai, quand j'entends des commandements, des hurlements. Je ne comprends pas l'allemand. Je demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils disent, et on me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui n'aiment pas marcher, les personnes qui sont fatiguées. Le train s'est arrêté, c'est pas le camp. Le camp, il va falloir l'atteindre au bout d'un bon petit kilomètre, à travers champs. Ça sera fatigant, ça sera pénible. Alors, on a prévu pour les personnes qui ont des difficultés pour marcher, pour les personnes qui sont trop âgées, eh bien, on a prévu des camions. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert sont derrière moi. Papa, Gilbert, prenez le camion. Eh bien, papa, Gilbert, bon, écoutez, ils sont partis sur le camion. Moi, je voulais les embrasser avant de partir. Trop tard. Ils ne sont plus là. Pas grave, sans arrêt, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver dans le camp. Alors, je ne m'inquiète pas. Et maintenant, on est tous sur le quai, hommes, femmes, enfants. Ceux qui ont des difficultés pour marcher vont monter dans les trains, dans les camions, et nous, on va partir à pied. C'est vrai, ça a été pénible. J'étais contente que papa et Gilbert aient décidé d'aller sur le camion. Et on arrive à un moment donné du chemin, on aperçoit de la fumée, des cheminées, une odeur un peu spéciale qui sort de ces cheminées. Vous vous rappelez, je vais dans un camp de travail, je traverse les champs, je les ai, ils sont là, sous mes pieds, et puis là, voilà l'usine. C'est parce qu'on y travaille, mais en tous les cas, ça dégage une odeur un peu spéciale. Et maintenant, je suis dans le camp. Et dans le camp, pour moi, un camp de travail, je voyais un lieu pour loger les ouvriers, et puis le travail. Le camp de travail, j'ai les cheminées devant moi, j'ai l'odeur, mais par contre, l'endroit pour loger les employés, ça, je ne voyais pas ça comme ça. À perte de vue, des baraques, des baraques, des baraques. Oh c'est un grand camp de travail. Mais ce qui me chiffonne, ce n'est pas la quantité des baraques, c'est ce qui entoure les baraques. Des murs de barbelés, des murs de barbelés. Ces murs de barbelés sont entrecoupés de petits bâtiments.
ces petits bâtiments, on les appelle des miradors. Vous avez des miradors à l'air, libres. On voit les soldats sur les plateformes, mitraillettes au poing, dirigés à l'intérieur du camp. Puis il y a d'autres miradors, beaucoup plus éloignés les uns des autres. Et là, on ne voit pas les soldats. On aperçoit leur silhouette dans des espèces de petits bâtiments fermés. Et on les voit avec des jumelles au bout des mains. Je ne voyais pas du tout un camp de travail comme ça. Je me trompais, mais je n'ai jamais été dans un camp. Alors maintenant, on est dans le camp et on va nous diriger vers un bâtiment. Je crois que c'est le seul à Birkenau qui est comme ça. Alors, vous avez un bâtiment en pierre, alors qu'habituellement, ce sont toujours des bâtiments en briques ou en bois. Eh bien là, c'est un bâtiment en pierre. On va nous faire rentrer dans ce bâtiment. Il y a plusieurs salles. On va rentrer dans une première salle. Elle est, pour ainsi dire, vide, mais parallèle à un mur, il y a des tables, un peu plus grandes quand même que celle-là. Et derrière ces tables, il y a deux femmes par table. Nous, on est devant, on arrive, il faut qu'on soit en rang, c'est difficile de plaire à ces messieurs, t'as un pied trop en avant, t'as un pied trop en arrière, ça y est, on est placé comme ils veulent. On est au garde à vous, et maintenant, les ordres arrivent, déshabillez-vous. Alors, on a des manteaux, on a des vestes. Schnell. Ah bon, alors, il faut enlever encore ce qui est plus le vert. Schnell. Donc, il faut enlever la blouse, la robe. Schnell. Bon, alors, on était en combinaison. Eh bien, il ne faut pas non plus rester en combinaison. Bon, eh bien, on va enlever la combinaison, puis on va rester en culotte et soutien-gorge. Eh bien, non, ils veulent la nudité totale. J'ai 2 mains. Je suis honteuse de montrer ma nudité. Je n'ai pas vu d'hommes. Il n'y a que des femmes autour de moi, mais des femmes que je ne connais pas, et on m'oblige d'être nue devant ces femmes. J'ai 2 mains, je cache mes seins, je cache mon sexe, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied, mais de temps en temps quand même, j'ouvre les paupières pour découvrir des corps de femmes, mais je ne savais pas. Moi, je croyais que tout le monde avait le même corps que moi. Est-ce que je savais qu'il y avait des ventres comme ci, des ventres comme ça, des seins comme ci, des seins... Mais non, je ne savais pas. Et voilà maintenant, je les vois. Alors, on est nus. À tour de rôle, on va s'approcher de la table où il y a ces dames. Une a un registre, l'autre est à côté. Celle qui, on est devant la table. Est-ce que c'est nous qui avons marqué nos coordonnées? Est-ce que c'est elles qui les ont notées? Je ne me rappelle pas. Par contre, l'autre qui était à côté, alors que je cachais mes seins, prend mon bras brutalement. Du coup, je suis complètement nue devant ces 2 femmes. Ça accentue encore mon malaise. Et sur mon bras, alors, moi, ça va, ça. Quelquefois, je ne peux pas me dénuder. Elle me met un numéro. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire un beau numéro, parce que c'est vrai, je suis tombée sur une femme qui était très à droite. Tous les chiffres sont de la même grandeur, du même écartement, de la même couleur. Pourquoi de la même couleur? Parce que c'est une aiguille trempée dans une bouteille d'encre. Comment qu'elles ont fait des chiffres? Je pense que c'est en plusieurs petits points successifs. En tous les cas, mon chiffre, c'est 78 599. Est-ce que ça correspond? Est-ce que je suis la 78 500
je n'en sais rien. En tous les cas, ce chiffre est tatoué sur mon bras. Je me souviens, il y a des femmes qui ont frotté, rien que de savoir qu'elles allaient avoir ça dans la peau, ça les met mal à l'aise. Moi, le numéro, qu'est-ce que ça t'a fait? Mais moi, ça m'est égal, le numéro. Mais je m'en fous du numéro. Je suis nue. Et ça, c'est affreux. Alors, on a été tatoués. Maintenant, on nous emmène dans une salle. On va passer à la coupe de cheveux. On est assis à tour de rôle sur un tabouret. Là encore, quelle humiliation. Imaginez, vous êtes assise sur une... Et là, on va vous enlever les poils du sexe. Vous avez une femme qui est là, en train de vous écarter les cuisses. C'est affreux, affreux. Mais les nazis ont tout étudié. Jusque-là, pas de brutalité. Jamais, non, aucune brutalité. De l'humiliation. Et maintenant, on vous enlève les poils du sexe, on vous enlève les poils sous les bras, on va vous enlever les cheveux. Maintenant, on est habitué à voir des crânes rasés, mais pas à mon époque. Ça fait que quand je me rappelle, on était un petit groupe de copines, quand on s'est vu sans cheveux, on a été obligé de rire, on ne se reconnaissait pas. On a ri peut-être pour ne pas pleurer, mais c'est vrai qu'on a ri, on ne se reconnaissait plus. Et alors maintenant, ça y est, on a été tatoués, on a été rasés, alors on nous parle de douche. Alors là, je peux vous dire qu'on est heureuse. Enfin, la douche. N'oubliez pas qu'on ne s'est pas lavé pendant 3 jours dans les trains. Là maintenant, on nous a rasés, les cheveux collent sur la peau, on est heureux. On nous amène dans une salle. Contiguë à cette salle, il y a une petite pièce. On va nous mettre dans cette petite pièce par petits groupes. On est 4-5 sous une pomme de douche qui est... la pomme de douche est au plafond. On est 4-5 sous une pomme de douche et on attend. On ne nous a pas donné de savon, on ne nous a pas donné de gants de toilette. Alors, on est là sous la pomme de douche, on attend. Rien, pas d'eau. Maintenant, ça y est, l'eau va commencer à couler. Elle est glacée. Tout le monde hurle. À peine on a fini de hurler, elle est bouillante. Tout le monde hurle. Et on est à peine mouillé, on nous chasse de cette salle pour aller dans une autre salle qui est à côté. Dans cette salle qui est à côté, je n'aime. Quand vous prenez une douche, vous sortez, vous, avec la fourrure là, vous avez pris une douche, Maxime. vous sortez de la douche, qu'est-ce que vous faites? Il se sèche. Oui, ben d'accord, ça c'est très bien. Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi la question, Maxime? Nina? Une serviette? Ben oui, naturellement, on se sèche avec une serviette. Eh bien, où est-ce qu'elles sont les serviettes? Elles sont... Ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de serviette. Mais ce n'est pas la peine, il n'y a pas besoin de serviette. Toutes les fenêtres de cette salle sont cassées, donc ça fait des courants d'air, donc on sèche. Alors, on n'est pas tous ensemble, les petits groupes sont arrivés, on a tous pris une douche qui n'était pas une douche, on est toutes nues là, dans cette pièce, et il y en a qui parlent. Elles ont interrogé celle qui les rasait, celle qui les tatouait. Vous êtes là depuis longtemps, vous allez pouvoir nous dire quand est-ce qu'on va voir nos familles qui sont montées sur les camions. Vous vous rappelez, les camions? On a dit aux personnes qui n'étaient pas capables de marcher de monter sur les camions. Donc, on pense qu'ils sont quelque part, on va les voir. Eh bien, mais vous ne les reverrez pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on les reverra? Non, non, vous ne verrez plus ceux qui sont montés sur les camions. Et elles nous apprennent que la fumée, l'odeur,
c'est pas du tout l'usine de Ginette où elle va travailler. Non, pas du tout, pas du tout. C'est l'usine de la mort. Elles nous apprennent que cette odeur, cette fumée, ce sont les corps de tous ceux qui étaient sur les camions qu'on a assassinés, et maintenant, c'est leur corps qui brûle. Je peux vous garantir qu'aucune de nous n'a cru à cette réponse. Mais pas du tout, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Naturellement, moi je comprends, elles sont là depuis quelque temps. Nous, on arrive, on est fraîches, elles n'ont plus c'est plus des êtres humains. Donc, elles sont jalouses. Mais quand il y en a une qui vous le dit, puis il y en a deux, puis il y en a trois, eh bien, après, vous êtes obligé de le croire. Et oui, on a assassiné des personnes uniquement parce qu'elles sont nées juives. Et comment qu'on les a assassinées? Alors, chambres à gaz. Les chambres à gaz, personne n'est rentré dedans et on est sorti pour expliquer ce que c'était. En principe, on ne sortait pas des chambres à gaz, donc personne n'en parlait. J'ai retrouvé un document hier, on m'a donné un document, et il y a quelqu'un qui est sorti des chambres à gaz. Je peux vous dire que je lis son histoire, mais jamais, jamais, j'aurais cru que c'était comme ça. Elle raconte tout ce qu'elle a vécu, cette personne, en étant dans les chambres à gaz. Ça, vous savez, quand vous avez les vôtres qui sont morts comme ça, il vaut mieux pas lire cette histoire. En attendant, moi, j'avais envoyé mon père et mon frère sur les camions. Je me suis toujours sentie coupable de leur mort. En réalité, c'est faux. Ils envoyaient à la mort les personnes qui n'étaient pas capables de travailler. Et pour eux, pas capables de travailler, il fallait avoir moins de 15 ans. Et pour les filles, plus de 45 ans. Qui est-ce qui a moins de 15 ans? Il y en a beaucoup qui ont moins de 15 ans? Voyez, regardez comment vous êtes, eh bien, on vous aurait tué. Vous auriez vécu à mon époque, vous avez moins de 15 ans, on va vous tuer. Et pour vous tuer, c'est les chambres à gaz. Alors, naturellement, là, quand cette personne décrit ce qui s'est passé, c'est affreux de savoir que les vôtres sont morts comme ça. En attendant, moi, j'ai appris que mon père et mon frère, et je pense mon neveu aussi, parce que mon neveu n'avait que 14 ans, donc lui aussi, il a été poussé dans les chambres à gaz. J'ai appris que ce n'était pas vrai. Donc, moi, j'ai 19 ans, moi, je suis rentrée dans le camp, on nous a emmenés, d'abord, on nous a habillés, je ne sais pas si j'en ai parlé, non, pas comment qu'on était habillés. Alors, nous, les Juifs, on n'a pas le droit aux vêtements rayés. C'est trop chic pour nous. Les Juifs, on va être habillés avec les vêtements que les Juifs, quand ils ont été arrêtés, ont emmenés de chez eux. Alors, imaginez, vous êtes Juive, on vous arrête, prenez quelques vêtements, vous en aurez besoin. Alors, vous êtes parmi celles qui pensent qu'il faut prendre ce qu'elles ont de plus beau. Donc, elles vont prendre ce qu'elles ont de plus beau. Et puis, vous en avez d'autres qui vont dire, pour aller dans les camps, je ne vais pas m'embarquer avec mes plus belles affaires. Au contraire, je vais prendre les plus moches. Ça fait que vous aviez des affaires qui étaient très bien, et puis vous aviez des affaires qui étaient vraiment très moches. Jamais déchirées quand même, hein, mais des affaires tachées, des affaires décolorées, des affaires qui avaient déformé. Et bien voilà, on a été habillés avec ça. Moi, j'étais habillée pas trop mal. Et même, je pourrais dire que j'avais eu la chance d'avoir en guise de
combinaison, une espèce de robe. C'était une robe ou une chemise de nuit, je n'en sais rien, mais je l'avais appréciée parce qu'il y avait des manches et elle était assez longue. Donc ça me protégeait du contact des gens que je ne connaissais pas et qui étaient sales à côté de moi. Mais on me l'a... Alors, dans le camp, on ne parle pas de vol, on organise. Ça fait que quelqu'un a organisé cette petite chemise de nuit ou robe qui m'avait tellement rendu service, et le lendemain, je ne l'ai plus retrouvée. Et alors j'arrive, moi je ne suis pas trop mal habillée. La première, alors on va rentrer dans la baraque. La personne qui s'occupe de la baraque, c'est la Blokova. Elle nous fait un grand discours d'arrivée. C'est elle qui est responsable. Elle a le droit de vie, de mort sur nous, mais de toute façon, on est rentré pour ne pas sortir vivant. Déjà, on est prévenu. Et elle nous raconte qu'elle a le droit de vie, de mort sur nous. Personne ne lui dira quoi que ce soit. Et il faut lui obéir au doigt et à l'œil. Et alors, elle nous amène vers des espèces de niches, des niches qui sont là. Ces niches, elles sont sur 3 niveaux, et on va nous mettre 6 par niveau. Un niveau, c'est une table quand même un peu plus grande que celle-là, et elle nous explique, on ne pourra pas être 6 côte à côte, mais il y en aura 3 devant et 3 derrière, on est tête bêche. Je suis couchée dans cette espèce de niche qu'on appelle des koyas. Je suis collée à côté d'une dame que je ne connais pas. Il y a seuls les pieds de celles qui sont dans le fond, en face, qui nous séparent. Elle est sale, on ne s'est pas lavé. Moi, je suis sale, je ne me suis pas lavée. J'ai les pieds de celles qui sont dans le fond, devant mon nez, sous mes lèvres, mais elle a les miens aussi. Et malgré mon dégoût, je me suis endormie tout de suite. On nous réveille, il faut tout de suite être dehors à l'appel. Tout de suite être dehors à l'appel, c'est très bien, mais nous, on s'est déshabillés, on a rangé, il n'y a rien pour accrocher les affaires, on les a pliées sous nos têtes, mais sous nos têtes, il y avait aussi les chaussures. Donc, il faut récupérer les chaussures, il faut mettre les chaussettes, il faut s'habiller. On a mis trop de temps, on a tous reçu des coups. Moralité, il ne fallait pas se déshabiller. À Birkenau, je ne me suis jamais déshabillée pour dormir. On dormait avec les vêtements avec lesquels on travaillait. Je ne sais pas comment que ça se fait. Dans mes souvenirs, je ne vois pas les gens sales. Mais on ne devait pas être sale, on devait être crasseux. Et les nazis nous traitaient de sales cochonnes de juives. Moi, je pensais que c'était une injure. Ce n'était pas une injure, c'est vrai. On était des sales cochonnes de juives. On ne se lavait pas. On sentait mauvais. Imaginez des femmes qui ne se lavent pas. Des femmes qui vont aux toilettes, qui ne trouvent même pas un petit confetti pour s'essuyer. Mais c'est sûr qu'on était dégoûtante. C'est sûr qu'on était sale. Je ne sais pas, dans mes souvenirs, je ne vois pas comme ça. Alors, au début, on est en quarantaine, le travail n'est pas obligatoire, mais quand la Capo vient chercher des volontaires pour le travail, comme ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de volontaires. Eh bien, la Capo va se charger de nous prendre comme volontaires. Et je peux vous garantir, tu n'as pas été volontaire, tu vas le payer. Et c'est là la première fois que je vois un être humain frapper un autre être humain jusqu'à ce qu'elle tombe par terre, ensanglantée, évanouie, morte, on ne sait même pas.
mais elle frappe, elle frappe, elle frappe, et avec un plaisir extraordinaire. C'est la première fois. Est-ce que c'est... Qui étaient ces capots? Ou est-ce qu'elles étaient recrutées pour être des sauvages comme ça? Elles nous ont fait souffrir, ces femmes. Les nazis, il faut quand même reconnaître que les nazis étaient derrière. Mais c'est vrai, quand je vois au procès de Nuremberg, nous, on n'a jamais touché une juive. Ah oui, naturellement. Vous n'avez jamais touché une juive. Vous pensiez les juives, on ne les touche pas, elles sont contaminées, on ne veut pas toucher les juives. Mais par contre, on donne des ordres pour que d'autres, à votre place, les touchent. Et les autres, eh ben, c'est les capots. Et je peux vous dire que les capots, je ne sais pas du tout où elles étaient, comment elles étaient recrutées. Mais je n'ai jamais vu des femmes aimer, frapper comme elles le faisaient. J'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944. Ce jour-là, je n'ai pas été au travail. Les circonstances ont fait que je n'ai pas été recrutée pour le travail. Donc, j'espère me planquer, mais on n'arrive pas à se planquer dans un camp comme Birkenau. On m'a trouvé et on m'a fait partir quand même pour un commando. Seulement, ce commando, je me retrouve là, le dernier rang du commando, et on s'aperçoit que le commando n'est pas important et que le dernier rang est de trop. Donc, ils vont nous faire demi-tour, on ne va pas travailler, mais il ne faut pas croire que quand on ne travaille pas, on va rester dans les baraquements à dormir. Non, tu ne travailles pas, mais tu resteras debout devant ta baraque jusqu'à ce que le soir, ceux qui travaillent arrivent. On sait très bien qu'on ne restera pas tout le temps debout parce que dans un commando, on est minimum 5. Eh bien, il y en aura toujours une qui va faire le guet et vous allez vous reposer. Dès qu'elle verra la capot arriver, elle va vous prévenir et comme ça, vous vous lèverez. Donc, on ne restera pas toute la journée debout. Mais même quand il n'y avait pas la capot, il y avait des vieux soldats, ce n'était pas les SS, qui surveillaient le camp. Eh bien, on a eu des vieux soldats qui faisaient les guets pour nous. Et je me rappelle, on faisait des routes, donc on était assises et on plaçait les pierres pour faire la route. Eh bien, ce vieux soldat nous avait prévenus, vous pouvez dormir, reposez-vous, quand je verrai la capot arriver, je tousserai. Et là, vous commencerez à taper sur votre pierre. Et c'est ce qui s'est passé. On dormait et dès qu'on entendait tousser, hop, on tapait sur les pierres. Il y avait, si on avait travaillé au même rythme que les nazis voulaient, personne n'aurait survécu. Mais heureusement, il y avait des moyens de tricher. J'ai quitté Birkenau en novembre 1944 pour débarquer dans un nouveau camp qui s'appelait Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration. C'est plus un camp d'extermination. Pourquoi qu'on nous a emmenés à Bergen-Belsen, je n'en sais rien. On n'a jamais travaillé. Donc, on ne travaillait pas, donc on mangeait encore moins qu'à Birkenau, et c'est peu dire. On était affamés à Bergen-Belsen. Je me souviens toujours une amie qui s'appelait Marceline, très débrouillarde. Elle avait 15 ans, elle avait peur de rien, débrouillarde, avec une autre copine de son âge. Toutes les deux, elles ont été volées aux cuisines un tonneau d'orge sucrée. Je ne peux pas voir un brin d'orge sans penser à ce tonneau qu'elles avaient volé. Elles nous ont distribué cette cuillère parce qu'un tonneau, c'était un petit tonneau. Hein. On a eu le droit chacun à une petite cuillère à potage
d'orge sucrée. Et c'était tellement, tellement bon. Et elles-mêmes, j'ai appris que quand il n'y en avait plus pour elles, elles ont volé un kibel d'orge sucrée, alors qu'elles-mêmes n'en ont pas eu une cuillère seulement. Mais pour nous, ça a été extraordinaire. Donc, on a évacué le camp de Birkenau en février. Berken-Belsen, vous voulez dire? Comment? Berken-Belsen, vous voulez dire? Comment? Berken-Belsen, vous voulez dire? Voilà, on est à Bergen-Belsen. Vous avez des employés d'usine qui vont venir, des commandants d'usine. Le personnel de l'usine est parti pour le front. Ils ont besoin de soldats, mais ils ont besoin aussi de personnes pour faire tourner l'usine. Donc, ils vont remplacer par les déportés qui vont travailler en usine. Et là, vraiment, ça a été une période pour moi très agréable. On est mieux considéré, on est mieux nourri, on est propre et en plus, on est mieux habillé. Alors qu'on était habillé avec des loques, et bien là, comme on travaille en usine, comme les nazis ne veulent pas montrer qu'on est maltraité, mal habillé, parce qu'on est juif, on va avoir ces fameuses robes rayées des déportés politiques. Alors, je me rappelle toujours que je disais que c'était une robe de luxe, et j'ai une amie déportée qui a été très vexée que je parle de ces robes rayées comme des robes de luxe. Mais oui, pour nous, juifs, cette robe rayée, c'était du luxe. Et comme on n'y avait pas droit, c'est vrai que ça prenait encore plus de qualité. Et enfin, on a pu porter, quand on a travaillé en usine, ces fameuses robes rayées. J'ai travaillé en usine jusqu'en avril 1945. En avril 1945, alors qu'on doit partir travailler en usine, eh bien, terminé l'usine. Un train, dans la nuit, avait emmené des Hongroises. Le train était là, les portes ouvertes. On va nous faire rentrer dans ce train et on va refaire un voyage encore sans confort du tout pour arriver à Theresienstadt en Tchécoslovaquie. Combien qu'on a mis pour faire ce voyage, je ne m'en souviens pas, mais dans les wagons, des mortes tous les jours, tous les jours, tous les jours, une ou deux mortes. Je suis dans un wagon, je suis assise, il y a une dame à côté de moi, je ne sais pas qui c'est, elle ne me parle pas, je ne lui parle pas. On est resté comme ça une journée, 2 jours, à se côtoyer sans se parler. Et puis, à un moment donné, elle commence à me tomber sur l'épaule. Alors là, 1 fois, 2 fois, et 3 fois, ça commence à m'agacer. C'est quand même désagréable. Réveille-toi, parce que moi, je pense qu'elle dort. C'est pour ça qu'elle me tombe. Eh bien non, elle ne dort pas. Elle est morte. Eh bien, cette morte, jamais je n'ai dit à personne qu'elle était morte. J'ai fait tout le reste du voyage. Alors, combien de temps, j'avoue franchement, je ne me rappelle pas. Mais j'ai toujours été avec cette morte qui me tombait sur l'épaule, que je redressais, qui me retombait sur l'épaule. Quand moi-même je dormais, ben on dormait ensemble avec la tête l'une contre l'autre. Et vous pensez bien que Ginette, elle n'est pas folle. Si les nazis ne nous tuent pas, c'est qu'ils ont une idée derrière la tête. Ils veulent peut-être nous échanger. Donc, s'ils veulent nous échanger, ils ne vont pas nous laisser mourir de faim. Ils vont à un moment donné nous donner de la nourriture. Eh bien, ma copine, c'est vrai, elle est morte. Mais je ne suis pas obligée de dire qu'elle est morte. Elle dort. Et donnez-moi sa ration. Et quand elle se réveillera, elle retrouvera sa ration. Voilà. Pour moi, une morte, c'était pas triste, c'était une ration supplémentaire. Et puis, on est arrivé à Theresienstadt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'en sais rien. Je ne me rappelle de rien. Je m'appelle que j'arrive à Theresienstadt. Je suis étonnée parce qu'on nous reçoit
tellement gentiment, les gens nous parlent doucement. Quand on arrivait dans un camp en Allemagne, les nazis, c'était des injures, des hurlements, ils commençaient par des coups. Là non, de la douceur, du respect, ils ont même la larme à l'œil. Mais où est-ce qu'on est tombé? Et on apprend qu'on est à Theresienstadt, à côté de Prague, et ce camp venait d'être libéré par les Russes, et on a été vraiment très, très, très bien traités. Alors, moi, je ne me rappelle de rien de cette période, parce que j'étais très malade. J'avais attrapé le typhus, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est quand un jour, c'est l'après-midi, je me sors de cette période où j'ai, par le fait, eu le coma, et je suis, avec une autre Française, on apprend qu'un camion doit rapatrier les Françaises l'après-midi. Toutes les deux, on est dans ce camion. Il va s'arrêter dans un château en route. On va y dormir. On va reprendre le camion le lendemain matin pour aller dans un aéroport, Pilsen, à côté de Prague. Là, je vais faire le baptême de l'air sans me rendre compte que je faisais le baptême de l'air. Moi, j'étais jamais montée dans un avion. Et là, je suis dans un avion. Mais je n'ai jamais ressenti rien du tout. Je suis dans la vape quand même. Et l'avion va s'arrêter à Lyon. À Lyon, on va nous emmener dans un centre d'accueil. Et là, interrogatoire sur interrogatoire, les mêmes questions répétées plusieurs fois. On ne sait jamais. Il peut y avoir des collaborateurs qui se font passer pour des déportés. Donc, la même question, on compare les réponses. Si elles sont identiques, ça veut dire que pas de problème. S'il y a des erreurs, et même quelquefois des grosses erreurs, eh bien, on va reprendre l'interrogatoire parce que c'est peut-être des faux déportés qui sont là. Je suis une vraie déportée. On me dit, prévenez vos familles. Mais moi, je n'ai pas de famille. Ils ont tous été arrêtés. On a été dénoncés. Donc, on a été arrêtés, dénoncés. Ils sont venus nous chercher. Donc, je ne sais pas qui prévenir. Mais je ne peux pas non plus aller à Paris. Où est-ce que je vais aller? Chez qui je vais aller? À Lyon, pareil. Je n'ai pas de famille à Lyon. Je n'ai pas d'amis à Lyon. Donc, on me parle d'hôpital parce que je suis très, très faible. Je suis d'accord pour aller à l'hôpital. J'arrive, je suis dans ce centre d'accueil. J'attends qu'on m'emmène à l'hôpital. Les gens venaient nous voir avec des portraits, avec de la nourriture, avec de l'argent. Celles qui étaient costauds partaient dans la ville de Lyon acheter ce qu'elles avaient envie. Celles qui étaient moins costauds y allaient en car, en autobus. Moi, je ne peux pas bouger, je n'ai pas envie de bouger, je reste à attendre qu'on vienne me chercher à l'hôpital. Les gens venaient nous voir sur place avec des portraits. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez croisé? Quand ils nous montraient des photos d'enfants, on n'allait pas leur dire « vous ne les reverrez pas ». Ce n'était pas notre rôle, on ne disait rien. On ne sait pas, on ne connaît pas tout le monde. Quand on voyait des vieilles personnes, pareil, on ne sait pas, on ne connaît pas tout le monde. On savait que si elles étaient vieilles ou s'ils étaient jeunes, ils ne seraient pas rentrés dans le camp. Mais ce n'était pas à nous de le dire. Une dame s'approche de moi. Elle voulait me montrer quelque chose, peut-être. Elle me regarde et elle me reconnaît comme étant une fille Charkaski. Charkaski, c'est mon nom de jeune fille. Je me rappelle que je m'appelle Charkaski. Oui, je suis une fille Charkaski. Et elle m'apprend que ma mère, mes sœurs, n'ont pas été arrêtées et même elles ont récupéré l'appartement
que nous avions à Paris. Quand les Juifs ont quitté la zone occupée pour aller en zone libre, on a laissé nos appartements. Ils étaient meublés, mais comme on n'est pas parti, on les a laissés. Mais les propriétaires des appartements, il n'y a pas de locataires. C'est sûr, il y a des meubles. Ben, les meubles, on va s'en débarrasser et on va louer l'appartement. Eh bien, notre appartement a été loué à justement ces fameux collaborateurs qui en ont fait un bureau d'embauche pour envoyer les jeunes travailler, les STO, travailleurs obligatoires. Quand Paris a été libéré, ça c'est moi qui l'invente, mais je suppose que ça a été comme ça. Paris est libéré, mes sœurs sont en zone libre, eh bien elles vont en profiter pour venir en zone occupée. Il n'y a plus maintenant ni zone libre, ni zone occupée. Tout le monde a le droit à Paris. Elles sont arrivées, elles ont été voir notre appartement, c'était la même gardienne, la même concierge. Elle a dû leur raconter que notre appartement était occupé, qu'on ne pouvait pas le récupérer, mais que cet appartement était occupé par des collaborateurs. Ces collaborateurs ont été en prison, pas très longtemps, mais nous, mes sœurs ont pu récupérer l'appartement. Donc, moi, quand je suis arrivée en avril 1945, j'arrive à Paris, eh bien, je suis dans un appartement, je retrouve ma famille, ma mère, mes sœurs. Pour moi, j'ai eu une chance extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que si vous me voyez aussi gai, aussi, je pense que c'est justement d'avoir retrouvé ma famille qui m'a rendue comme ça. J'attends votre question maintenant, hein, parce que si je suis lancée dans mes souvenirs, on n'en parlera plus. Bonjour, alors j'avais une question, c'était pour savoir si en rentrant des camps et tout ça, vous avez réussi à reprendre des habitudes, par exemple alimentaires, à remanger normalement, ou est-ce que ça a été compliqué, est-ce que voilà, c'était traumatisant à ce niveau-là? Alimentaire, ça, c'est sûr que je les ai bien reprises, un peu trop même, parce que quand j'ai été privée de nourriture, je peux vous dire que la nourriture, même la nuit, je me levais pour manger ce qu'on pouvait avoir laissé dans la poubelle même, vous voyez. Je mangeais sans arrêt. Je suis rentrée, je pesais 26 kilos, et bien un mois après, j'avais doublé mon poids. En un mois. Et un mois après, hein. Alors un an après, c'était plus que doublé, là, j'étais bonbonne. Hein. Une autre question? Je me demandais si pendant que vous étiez dans les camps, vous avez pleuré. Une élève demande si dans les camps, vous avez pleuré. Alors ça, je peux vous dire que je ne crois pas avoir pleuré dans les camps. Je me demande même si j'ai vu quelqu'un pleurer dans les camps. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est maintenant, je ne sais plus pleurer. Et ça m'ennuie un peu parce que les sentiments chez moi ont disparu et c'est pas bien. Donc une autre question, est-ce que vous avez pu rencontrer d'anciens déportés à votre retour? Alors, à mon retour, oui, j'ai retrouvé les amis, le petit groupe d'amis que j'avais connu en prison, que j'avais connu à Drancy. Oui, on a eu la chance de se retrouver. Je me souviens que quand on avait été arrêtés, on s'était dit on pensait qu'on rentrait, hein. On ne pensait pas du tout rester. On allait dans un camp de travail, on pensait revenir à la fin de la guerre. Eh bien, on s'était dit que... Alors, est-ce que c'était le mercredi ou le jeudi, je ne me rappelle pas, on se retrouverait dans un café sur les boulevards, et on s'est retrouvés dans ce café sur les boulevards.
comment qu'on s'est retrouvés, je ne pourrais pas vous le dire, mais en tous les cas, on s'est retrouvés. Et pendant quelque temps, tous les premiers jeudis du mois, on se retrouvait dans ce café. Puis après, il y en a qui ont commencé à se marier, il y en a qui ont déménagé, et puis alors après, ça s'est arrêté. Mais le petit groupe d'amis qu'on était, on est toujours restés ensemble. Mais ces amis, je ne les ai pas faits dans le camp. C'était des amis que j'avais eus en prison. J'ai vécu pendant 7 mois à Birkenau, à partager la même koya. Eh bien, je ne me rappelle pas du tout avec qui je partageais la koya. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. J'ai interrogé des copines. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai interrogé, pas des copines, parce que mes copines, elles sont toutes mortes, mais des camarades de déportation. Est-ce que vous, c'est comme moi, je ne me rappelle plus? Eh bien, il y en a qui ont fait comme moi. Elles ont réfléchi quelques secondes. Ah ben non, moi non plus, je ne me rappelle pas. Alors, d'où ça vient, comment que ça se fait, je n'ai pas de réponse. Est-ce que quand vous êtes rentré des camps, vous avez eu des traumatismes, comme Simone Veil l'a raconté par exemple, qu'elle n'arrivait plus à dormir dans un lit? Une élève demande si vous avez eu des traumatismes en rentrant, un petit peu comme Simone Veil. Non, moi j'ai eu la chance de retrouver mes sœurs, ma mère, et ça a été le meilleur des soins, ça. Je n'ai jamais eu, ou alors peut-être, je ne me rappelle peut-être plus, mais je ne crois pas. Moi, j'ai tout de suite bien dormi dans mon lit. Non, la seule chose, c'était la nourriture que je mangeais beaucoup, mais c'est tout. C'est le seul. Moi, non, vraiment, je n'ai pas vécu. J'ai tout de suite repris une vie normale parce que j'ai côtoyé des personnes qui étaient jeunes, pleines de vie et qui ne voulaient plus se rappeler de cette période très dure des nazis. Donc, moi, j'ai partagé avec elles leur joie de vivre, voilà. Mais je ne me vois pas en train de pleurer. Non, ça n'a pas dû arriver. Dernière question? Dernière? Désolée. Est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui d'en faire des cauchemars et de vous revoir dans les camps? Est-ce que vous refaites des cauchemars et ça vous... Non. revoyez dans les camps? Non. Vous savez, je parle tellement de cette histoire que je m'extériorise. Hein. Donc, je n'ai pas besoin, je n'ai pas à avoir de cauchemars. Non. Moi, non. Et même, je crois que même si je pense à la déportation, ce n'est pas un cauchemar. Le cauchemar, ça fait peur. Non, moi, ça m'arrive de parler à la déportation, mais ce n'est pas un cauchemar. Une toute dernière, là-bas. D'après vous, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qui vous a le plus choqué de la vie dans les camps? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans la vie dans les camps? Choqué? Oui. Ben, tout. Vous savez, depuis le départ où on nous a mis nus, seulement au début, tout à fait, la première minute, vous êtes dépassé par les événements, et puis après, ça vous tombe, tout est tellement extraordinaire, vous n'arrivez même pas à comprendre que tout vous tombe dessus, ben, vous acceptez sans réfléchir, voilà. Vous savez pas, vous cherchez pas pourquoi, c'est comme ça. On accepte, on nous met nus, pourquoi qu'on nous met nus? On n'en sait rien, eh ben, on est nus, voilà. On accepte tout. On accepte tout sans réfléchir, on est des automates, moi je disais, on devient des robots,
un robot, on lui met une disquette dans sa machine et puis il fait ce que la machine lui dit, et ben voilà, on était devenus des robots, les déportés. Même la personne la plus intelligente, la plus, eh bien, devenait un robot. Et heureusement d'ailleurs, parce que si vous aviez réfléchi, mais on se tuait tous. Alors qu'il y en a très 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 peu qui se sont tués dans les fils de fer barbelés. Les fils de fer barbelés étaient électrifiés. On se jetait sur les barbelés et vous mourriez. Eh bien, il y en a très très peu qui l'ont fait. Là, vous êtes très gentil, vous êtes très gentil de m'applaudir. Mais si vous voulez applaudir, applaudissez vos professeurs. C'est eux qui nous font venir. S'ils ne nous faisaient pas venir, c'est pas nous qui viendrions vous voir. Donc, applaudissez vos professeurs. Si vous êtes contente, là, d'accord. Mais moi, non. Alors, par contre, moi, je vous applaudis parce que maintenant, à partir de maintenant, vous allez devenir des passeurs des mémoires. Vous savez que tous mes camarades, ceux qui n'ont pas eu ma chance de survivre, ceux qui sont morts et tout, on ne pense qu'une chose, on ne souhaite qu'une chose, que vous racontiez aux autres ce que vous avez entendu. Et en pensant que si on en parle, ça ne recommencera plus. Alors, merci à l'avance de ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu. Maintenant, ce que vous avez entendu, peut-être que ça vous paraît impensable. Eh bien, non seulement c'est impensable, mais c'était pire. C'était pire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que la haine des nazis envers les Juifs leur ont procuré comme joie. On se demande comment, où est-ce qu'ils ont... Et alors moi, il y a quelque chose que je trouve comme haine. Pour moi, c'est ça le comble de la haine, c'est justement ces fameuses toilettes où on doit faire nos besoins tous ensemble. Pour moi, c'est le comble de la haine. Des personnes que l'on dit artistes, musiciens, comment des personnes comme ça ont-ils pensé, par haine, de nous faire subir des choses comme ça? Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. La langue va chauffer avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Spectacles, conférences, dégustations, expositions et bien d'autres surprises sur la thématique de la cuisine. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate. La saison culturelle bat son plein au Pays de Bitche. Rendez-vous le vendredi 12 mai pour découvrir un spectacle familial, le conte initiatique et humaniste revisité, Le Petit Prince. C'est l'heure des gros volumes chez Cora Sarreguemines. Rendez-vous sous notre chapiteau pour profiter de toutes les bonnes affaires à petit prix. Et jusqu'au 13 mai, faites-vous un jardin haut en couleurs avec notre semaine spéciale jardin de printemps. Toutes les plus belles fleurs vous attendent. Cora, l'hyper-proximité.
OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ce samedi à 17h sur Mosaïque Cristal, les Sarregueminois affronteront les Alsaciens de Reipertswiller. Après 3 victoires consécutives, le SFC se conforte dans son objectif, le maintien. Lors du match aller, le SFC l'avait remporté 4-0. Mais attention, aucun match n'est gagné d'avance. Suivez le direct ce samedi à 17h avec le soutien de l'Intermarché des Faïenceries sur Mosaïque Cristal.